Ce que tu ressens comme un manque, une tension ou un désir inassouvi n'est pas un défaut de ta personnalité. C'est une énergie brute qui n'a jamais reçu de direction consciente. On t'a enseigné très tôt à te méfier de cette force, à la fragmenter, à la réduire à une pulsion ou à un plaisir coupable. Car un être qui comprend l'origine de son désir devient impossible à gouverner. Les traditions initiatiques ne voyaient pas l'énergie sexuelle comme une faiblesse à corriger, mais comme une matière première instable, capable aussi bien d'enchaîner l'homme à ses instincts que de l'élever au-dessus de ses limites ordinaires. Là où le monde moderne parle de contrôle, les anciens parlaient de transmutation. Et cette nuance change tout. Ce qui a été volontairement effacé de la mémoire collective, ce n'est pas l'existence de cette énergie, mais son mode d'utilisation. Car lorsqu'elle n'est pas dirigée, elle se disperse dans les fantasmes, la frustration et la répétition des mêmes scénarios intérieurs. Lorsqu'elle est orientée, elle agit comme un feu alchimique, capable de relier le corps à la conscience et la conscience à la réalité vécue. Rien de ce que tu manifestes n'est indépendant de cette circulation invisible, même lorsque tu crois agir par logique ou par volonté. Si ces mots provoquent une résistance en toi, c'est précisément le point de passage. Toute connaissance réellement dangereuse commence par déranger les réflexes conditionnés. L'alchimie sexuelle n'a jamais été conçue pour séduire ou rassurer, mais pour révéler un mécanisme fondamental que peu osent regarder en face. Le désir est une force créatrice, et toute force créatrice peut être retournée contre toi, ou devenir ton levier le plus puissant. Si tu reconnais intérieurement cette vérité, écris en commentaire cette phrase comme un acte de reconnaissance et non comme un rituel vide. Je cesse de gaspiller mon énergie. Abonne-toi à la Lumina et reste jusqu'au bout, car ce qui va suivre ne s'adresse pas à ceux qui cherchent des réponses confortables, mais à ceux qui sont prêts à reprendre la maîtrise de ce qui les traverse. Ce savoir n'est pas une invention récente, ni une dérive moderne mal comprise. Il plonge ses racines dans les civilisations les plus anciennes, à une époque où le corps, l'âme et l'esprit n'étaient pas perçus comme des domaines séparés, mais comme les expressions d'un même principe vivant. Dans l'Égypte initiatique, chez les prêtres de Memphis et de Thèbes, l'énergie sexuelle était considérée comme une force cosmique miniature, un reflet intérieur du mouvement créateur de l'univers. Elle n'était ni glorifiée naïvement, ni réprimée, mais étudiée, canalisée et transmutée à travers des rites précis, réservés à ceux capables de discipline intérieure. Chez les Grecs héritiers de ces savoirs, cette compréhension fut voilée sous des mythes. Héros n'était pas un simple dieu du désir, mais une puissance primordiale, antérieure aux formes, capable de mettre le chaos en mouvement. Plus tard, dans la tradition hermétique attribuée à Hermès Trismégiste, cette énergie fut décrite comme le feu secret, celui qui permet l'union du haut et du bas, du subtil et du dense. La table d'émeraude n'évoque jamais explicitement la sexualité, et pourtant elle emporte la clé symbolique. Ce qui est en bas agit comme ce qui est en haut. Et inversement, le feu qui crée les mondes est le même que celui qui brûle dans l'homme, simplement à une autre échelle. Ce savoir n'a pas disparu par accident. Il a été volontairement fragmenté, dissimulé derrière des interdits moraux, des dogmes religieux et des caricatures grossières. Un individu coupé de la compréhension de son énergie sexuelle devient soit esclave de ses pulsions, soit prisonnier de la honte. Dans les deux cas, il perd l'accès à une source de puissance intérieure autonome. Le gnosticisme parlait de l'oubli, comme d'un piège, d'un voile posé sur la conscience pour empêcher l'homme de se souvenir de sa nature créatrice. L'énergie sexuelle, mal comprise, est devenue l'un des instruments les plus efficaces de cet oubli. Le monde moderne en est la preuve vivante. Jamais le désir n'a été aussi exposé, consommé, stimulé, et pourtant jamais il n'a été aussi stérile sur le plan intérieur. Cette énergie est constamment drainée vers l'extérieur, dissoute dans l'image, la distraction et la répétition compulsive. Privée de direction, elle ne crée rien de durable, elle fatigue, elle éparpille, elle enferme.
Les anciens savaient que toute énergie non maîtrisée finit par se retourner contre celui qui la porte. Ce contexte n'est pas une leçon d'histoire, c'est un miroir. Ce que les civilisations initiatiques protégeaient par le secret, le monde actuel l'a neutralisé par l'excès et la confusion. Comprendre cela, c'est déjà sortir de l'illusion moderne qui te fait croire que ton désir est un problème à résoudre plutôt qu'une force à transmuter. Ce que tu t'apprêtes à explorer n'est pas un retour en arrière, mais une réactivation d'un savoir ancien, adapté à une conscience capable de ne plus se mentir. L'erreur fondamentale que presque tout le monde commet consiste à croire que l'énergie sexuelle naît du corps. Cette croyance est confortable, car elle permet de la réduire à une mécanique biologique ou à une pulsion à satisfaire. En réalité, le corps n'est qu'un point de condensation. L'énergie sexuelle précède la chair. Elle circule avant de se manifester. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle possède un pouvoir de création si redoutable. Ce que tu appelles désir est une onde de tension entre ce que tu es et ce que tu pressens pouvoir devenir. Tant que cette onde reste inconsciente, elle te pousse à répéter, à chercher à l'extérieur ce qui réclame une orientation intérieure. Les traditions initiatiques savaient que toute énergie suit la conscience qui la guide. Là où ton attention se fixe, l'énergie s'accumule. Là où l'énergie s'accumule, la réalité finit par se plier. C'est ici que commence la véritable alchimie. Non pas dans l'acte, mais dans la direction. Non pas dans la libération immédiate, mais dans la retenue consciente. L'énergie sexuelle devient alors comparable à un feu enfermé dans un creuset. Livré à lui-même, il brûle sans produire autre chose que des cendres. Contenu, observé et élevé, il transforme le plomb intérieur en or symbolique. Tu as été conditionné à croire que réprimer ou consommer étaient les deux seules options. Cette fausse dualité est l'un des plus grands mensonges modernes. Les initiés ne parlaient ni de frustration ni de décharge, mais de circulation. Lorsque l'énergie sexuelle est systématiquement expulsée sans conscience, elle quitte le système sans jamais nourrir la volonté, la vision ou la présence. Lorsque cette même énergie est retenue sans compréhension, elle se retourne contre le mental et crée tension, colère ou obsession. L'alchimie commence lorsque tu cesses de lutter contre cette force et que tu apprends à la faire monter plutôt qu'à la laisser s'échapper. Cette montée n'est pas symbolique, elle est vécue. Elle traverse le corps comme une vague lente. Elle modifie la respiration. Elle aiguise la perception. Elle rend l'esprit plus dense et plus stable à la fois. À ce stade, quelque chose change dans ta relation au monde. Tes pensées deviennent moins erratiques, tes décisions moins réactives. Tu ne poursuis plus ce que tu désires, tu l'attires par cohérence intérieure. C'est ici que le lien entre énergie sexuelle et réalité extérieure cesse d'être abstrait. Ce que tu vibres intérieurement commence à s'imposer comme une signature invisible dans tes interactions, tes opportunités et même tes silences. Les initiés décrivaient cette phase comme un retournement de la flèche. Au lieu de projeter ton énergie vers l'extérieur pour combler un vide, tu la ramènes vers le centre pour construire une densité. Cette densité est ce que les textes anciens appelaient la présence. Un être chargé de cette présence n'a pas besoin de convaincre, de séduire ou de forcer. Il influence sans effort apparent, car son énergie n'est plus fragmentée, elle est unifiée. C'est précisément cette unification qui a été rendue inaccessible par la confusion moderne. En te maintenant dans une alternance permanente entre excitation et fatigue, on t'empêche de stabiliser cette charge intérieure. Un être stabilisé énergétiquement devient imprévisible pour les systèmes fondés sur la réaction, le manque et la distraction. Il cesse de courir et c'est le monde qui commence à répondre. Ce que tu dois comprendre à ce stade est simple et dérangeant à la fois. Tant que ton énergie sexuelle te traverse sans que tu la connaisses, elle décide à ta place. Le jour où tu l'observes, la contiens
et la dirige consciemment. Elle devient un outil de création intérieure dont les effets se manifestent inévitablement à l'extérieur. Ce n'est pas une promesse mystique, c'est une loi de cohérence. Et toute loi ignorée continue d'agir, mais toujours contre celui qui refuse de la regarder en face. À ce stade, il devient nécessaire de déconstruire ce que l'époque moderne t'a inculqué sous couvert de liberté, de santé ou d'épanouissement. L'un des pièges les plus subtils consiste à faire croire que l'expression permanente du désir équivaut à une maîtrise de soi. En réalité, cette exposition continue ne fait qu'éparpiller l'énergie et empêcher toute accumulation intérieure. Les anciens savaient qu'aucune force créatrice ne peut agir sans une phase de concentration. Rien ne naît du flux constant. Tout naît de la compression, juste avant l'expansion. L'alchimie sexuelle ne consiste pas à nier le désir, mais à refuser qu'il te dicte un rythme qui n'est pas le tien. Le désir non dirigé impose sa cadence. Il exige une réponse immédiate. Il court-circuite la conscience. Dirigé, il devient un langage que le corps adresse à l'esprit et que l'esprit traduit en orientation claire. C'est ici que beaucoup se trompent, car ils confondent intensité et puissance. L'intensité épuise, la puissance transforme. Les traditions initiatiques parlaient de scellage intérieur. Tant que l'énergie fuit par les portes les plus basses de la conscience, elle ne peut nourrir les niveaux supérieurs. Cette fuite n'est pas seulement physique, elle est mentale, émotionnelle, imaginale, fantasmée sans présence, consommée sans intégrer, cherchée sans incarner, tout cela disperse la charge. À l'inverse, lorsque l'énergie est retenue sans crispation et élevée sans violence, elle modifie progressivement la structure intérieure. Les anciens alchimistes utilisaient le symbole du serpent non pour évoquer la tentation, mais la montée d'une force intelligente, lente, maîtrisée. C'est ici que le paradoxe apparaît. Plus cette énergie est stabilisée, moins elle te pousse à l'acte compulsif, et plus elle renforce ton pouvoir d'attraction. Ce que le monde appelle charisme n'est souvent que cela, une énergie sexuelle non fragmentée, intégrée à la présence globale de l'être. Les paroles portent davantage, le regard s'ancre, les silences deviennent lourds de sens. Tu n'attires plus par manque, mais par résonance. Ce basculement est imperceptible pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, mais évident pour ceux qui ont franchi ce seuil. Une autre illusion moderne consiste à croire que cette énergie doit être libérée pour ne pas devenir dangereuse. Cette idée est née d'une incompréhension profonde. Ce qui devient destructeur, ce n'est pas la rétention consciente, c'est l'inconscience. Une énergie observée, respirée, intégrée, ne se transforme pas en tension pathologique. Elle devient clarté, stabilité et direction. Les initiés savaient que la vraie violence intérieure naît de la perte de souveraineté sur ses propres forces, pas de leur maîtrise. Ce savoir a toujours été réservé à ceux capables de responsabilité intérieure. C'est pourquoi il a été voilé derrière des symboles, des mythes et des interdits, non pour priver, mais pour filtrer. Un être qui découvre ce mécanisme sans maturité cherche à l'utiliser pour dominer, séduire ou manipuler. Un être prêt l'utilise pour aligner, créer et incarner. Cette différence est invisible de l'extérieur, mais elle change tout dans les résultats. Comprends bien ceci. L'alchimie sexuelle n'est pas un outil pour obtenir quelque chose à l'extérieur, en forçant le monde. Elle agit en transformant la structure intérieure à partir de laquelle tu émets. Lorsque cette structure change, ce que tu appelles réalité se réorganise naturellement autour de toi. Les opportunités apparaissent sans agitation. Les rencontres se font sans calcul, les décisions s'imposent sans lutte. Ce n'est pas magique, c'est cohérent. Ce qui t'a été caché n'est pas le désir, mais son rôle. Tant que tu le considères comme un besoin à satisfaire, il te gouverne. Le jour où tu le reconnais comme une énergie à transmuter, il devient ton allié le plus silencieux et le plus puissant.
Ce seuil, peu le franchissent consciemment. Ceux qui y parviennent cessent de chercher des techniques extérieures, car ils ont compris que la clé n'était jamais sortie d'eux. Ce que tu vas appliquer ici n'a rien d'un rituel spectaculaire, ni d'une performance à prouver. L'alchimie sexuelle commence toujours dans la sobriété et la précision. La première clé consiste à interrompre l'automatisme. Chaque fois que le désir surgit, ne cherche ni à le satisfaire immédiatement, ni à le repousser. Fais exactement l'inverse de ce que le conditionnement attend de toi. Observe. Cette observation n'est pas mentale, elle est corporelle. Porte ton attention sur la zone où l'énergie apparaît, sans jugement, sans scénario, sans projection. Tant que tu racontes une histoire à propos du désir, il te dirige. Le jour où tu le ressens sans le commenter, il cesse de te dominer. La deuxième clé est la respiration consciente. Inspire lentement par le nez, en laissant l'air descendre profondément, comme si tu aspirais cette énergie vers l'intérieur plutôt que de la laisser se précipiter vers l'extérieur. À l'expiration, garde la bouche fermée et laisse le souffle s'étirer, comme si tu scellais quelque chose en toi. Cette respiration transforme la tension brute en circulation. Elle empêche la dispersion et prépare la montée. Pratique cela quotidiennement, même en dehors des moments de désir, afin que le corps apprenne une nouvelle voie de passage. La troisième clé est l'élévation de l'énergie. Lorsque la sensation devient plus dense, dirige-la volontairement vers le centre de la poitrine ou vers le sommet de la tête par l'attention seule. Il ne s'agit pas d'imaginer de la lumière ou des symboles compliqués, mais de sentir un déplacement subtil. Si l'énergie ne monte pas, c'est que tu forces. L'alchimie ne tolère pas la violence intérieure. Elle répond à la constance, pas à l'empressement. Avec le temps, cette montée devient naturelle et transforme ta posture intérieure, même en silence. Une erreur fréquente consiste à vouloir utiliser cette énergie pour obtenir quelque chose immédiatement. C'est le piège de l'impatience. L'alchimie sexuelle agit par accumulation et cohérence, non par volonté instantanée. Si tu cherches un résultat précis à chaque pratique, tu recrées une fuite déguisée. Laisse cette énergie s'intégrer à ton quotidien, à tes décisions, à ta façon de parler et d'agir. C'est dans cette intégration que le changement réel s'opère. Introduis maintenant une phrase mot de passe, non comme une affirmation creuse, mais comme un sceau intérieur. À voix basse ou intérieurement, répète lorsque l'énergie monte. Je garde et j'élève ce qui me traverse. Cette phrase agit comme un rappel de souveraineté. Elle empêche le retour aux anciens automatismes et ancre la pratique dans le corps plutôt que dans le mental. Sois vigilant face au piège. La suppression rigide crée de la frustration. La complaisance crée de la dispersion. L'alchimie se situe entre les deux. Si tu ressens de la tension excessive, ralentis. Si tu te sens vidé, reviens à l'observation. Ce chemin n'est pas linéaire, il est cyclique, et chaque cycle affine ta maîtrise. Ce qui change avec cette pratique dépasse le cadre du désir. Ton regard devient plus stable, tes paroles plus mesurées, tes décisions plus claires. Tu n'agis plus pour combler un vide, mais pour exprimer une cohérence. C'est à ce moment précis que l'attraction cesse d'être une quête extérieure et devient une conséquence naturelle. Le monde ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu incarnes. Ce que tu viens de traverser n'est pas une accumulation de concepts, mais un rappel. Rien de ce qui a été évoqué ne t'était totalement étranger. Ce savoir agit toujours ainsi. Il ne s'impose pas, il résonne. L'alchimie sexuelle n'est pas une technique à ajouter à ta vie. C'est une manière de cesser de gaspiller une force qui a toujours façonné ton rapport au monde. Tant que cette énergie était vécue sans conscience, elle te dispersait. Le jour où tu la reconnais, la contiens et l'élèves, elle cesse d'être une pulsion pour devenir une présence. Souviens-toi de ceci. Ce que tu appelles désir est une direction en attente. Lorsqu'il est ignoré ou caricaturé, il t'entraîne dans des répétitions stériles. Lorsqu'il est transmuté, il devient un axe.
un axe autour duquel tes pensées se clarifient, tes choix s'alignent et ta réalité commence à répondre sans résistance apparente. Rien d'extérieur n'a besoin d'être forcé lorsque l'intérieur est cohérent. C'est l'une des lois les plus silencieuses et les plus implacables de l'existence. Cette initiation n'avait pas pour but de te promettre des résultats spectaculaires, mais de te rendre responsable de ce qui te traverse. Un être qui reprend possession de son énergie cesse d'accuser le monde, les circonstances ou les autres. Il comprend que toute transformation durable commence par une alchimie invisible. C'est précisément cette compréhension qui a été tenue à distance, car un individu souverain intérieurement devient inatteignable pour les mécanismes fondés sur la dépendance, la peur et le manque. Garde cette phrase comme une clé intérieure, non comme une croyance, mais comme une direction à incarner. Ce que je maîtrise en moi réorganise ce qui m'entoure. Médite-la lorsque la tension monte, lorsque le désir apparaît, lorsque l'impatience se manifeste. Elle te ramènera toujours au centre. Si ce message a touché quelque chose de réel en toi, écris-le en commentaire, non pour convaincre, mais pour ancrer. Partage cette transmission à ceux qui sentent confusément qu'il existe autre chose que la dispersion et la fatigue intérieure. Abonne-toi si tu choisis de poursuivre ce chemin, car ce qui a été ouvert ici n'est qu'une porte. La véritable œuvre commence lorsque tu cesses d'attendre des réponses extérieures et que tu incarnes, en silence, la force que tu cherchais ailleurs